Section 13, financement hypothécaire. Quel sera votre rôle à l'égard de votre acheteur lorsqu'il va être confronté à la jungle du financement hypothécaire? Évidemment, c'est de l'aider à voir clair. OK? Si vous ne gérez pas bien le financement hypothécaire, si vous ne trouvez pas les bonnes personnes, si vous ne travaillez pas avec du monde avec qui vous avez des bonnes relations, vous risquez de mettre en péril votre transaction. Le financement hypothécaire, 3 transactions sur 4 sont conditionnelles du financement hypothécaire. Donc, évidemment, c'est une condition très, très importante et elle doit être gérée adéquatement. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'automatisme. La plupart du temps, ça prend quelqu'un de compétent qui est capable de gérer ça. Et c'est pas évident. Et c'est là que la VPP pense qu'on s'est donné une poignée de main, on s'est entendu sur le prix, on s'en va chez le notaire le 1er juillet. Ouais, ben, je dis, attends un peu, là. Avant que tu te rendes chez le notaire, là, il y a des obstacles à franchir. Y a-tu son argent, ton client? On dit, oui, il m'a dit que c'était correct. Puis l'inspection, ben, je suis pas venu avec son beau-frère, mais je t'en ai fait de rien, quoi que ce soit. Je vais vous dire. Hein? Vous le savez, là. Hein? Vous le savez, j'espère que c'est clair dans votre tête que l'AVPP attire la pire catégorie d'acheteurs. La pire. Hein? Hein? C'est clair, là. Je vous l'ai raconté. Là. Je veux dire, pourquoi un acheteur ne ferait pas affaire avec un courtier d'immeuble? Honnêtement, là. L'acheteur, il n'y a pas de relation contractuelle. Pourquoi c'est fantastique pour un acheteur. Je ne répéterai pas tout ce que je vous ai dit hier. Il rentre au bureau, il prend le courtier de garde, il dit, écoutez, je vais acheter une maison entre 300 et 350 000, sortez-moi ça, rappelez-moi, puis voici ma carte, puis je suis disponible pour visiter samedi après-midi. Là, tu sors ça, tu y parles au téléphone, tu y envoies par courriel des choses. Là, on fait une présélection. Finalement, OK, parfait, je vais aller vous ramasser. Tu le ramasses dans ton auto à 1,40$ du litre, samedi après-midi, tu le promènes dans ton char, tu le fais visiter maison, il en visite 400, il en tient une, puis là, il dit, garde, il dit, on demande 350, on va faire un offre à 275, t'apprends le loi d'essai, dans le titre, c'est ça, hein? Puis là, c'est toi qui vas au front, c'est toi qui vas te battre pour lui, tout ça, puis il dit, viens-moi pas avec une contre-offre, c'est fantastique pour un acheteur. Moi, là, demain matin, t'es un acheteur, j'essaierai jamais de négocier avec des OVPP, tout ça, je vous passerai les commandes, puis je dois aller au front. La job sale, là, c'est vous autres qui a fait, c'est pas moi. Moi, là, insulter un vendeur, je le ferai pas, c'est vous autres qui allez aller présenter ma promesse d'achat, puis tout ça. Fait que, comprenez-vous. Puis après ça, vous structurez mon financement, vous structurez mes inspections, vous organisez tout ça, vous amenez tout ça, ces papiers-là chez le notaire, vous êtes présent chez le notaire, vous allez me chercher. C'est fantastique pour un acheteur, hein, d'utiliser un courtier d'immeuble. Il a accès à tout l'inventaire, puis il organise ça, puis il fait tout ça, puis j'y dois absolument rien. Moi, je décide combien je paye, puis ça vient de s'éteindre. Hein? Pourquoi un acheteur éviterait de faire affaire avec un courtier? Puis se donner le trouble d'aller voir des AVPP, puis de donner le trouble de ça? Pourquoi? Il y a une seule raison pourquoi l'acheteur ne voudrait pas utiliser vos services, il veut sauver de l'argent. Puis la première chose qu'il veut sauver, c'est la commission. Parce qu'il se donne dans sa tête que si tu prends un courtier d'immeuble, en bout de ligne, monsieur l'acheteur, tu vas payer en commission de toute façon que tu vas payer. C'est ça. C'est ça qu'ils se disent. OK? Donc, les AVPP, les acheteurs qui s'adressent aux AVPP, les AVPP attirent la pire catégorie d'acheteurs qu'il n'y a pas. Hein? Puis, je ne sais pas qui c'est qu'il disait, là, mais c'est des requins. Ils ne se brossent pas les dents, le matin, ils se liment les dents. Eux autres, là, quand ils arrivent là, avec un acheteur, avec un vendeur, là, on commence. On commence là, les négociations. En partant, vous n'avez pas de courtier, c'est 7 de moins, pas 4 7 de moins, on commence comme ça, puis là, on va commencer à négocier. Puis les autres, là, il faut que le sang coule. C'est pas compliqué. OK? Hein? Là, si vous êtes capable de vous asseoir avec un vendeur, puis faire comprendre au vendeur, monsieur le vendeur, vous êtes en AVPP, là, avec du proprio.com ou quoi que ce soit. Là. Ça, c'est le plus beau terrain de jeu pour les acheteurs. Là. Vous n'avez aucune espèce d'idée. Okay? Vous avez des personnes qui sont des personnes qui ont des valeurs morales plus ou moins bonnes, des personnes qui ont des intentions, des spéculateurs. Ils vont vous embarquer dans toutes sortes de... Vous ne connaissez absolument rien, puis vous êtes ça n'a aucun sens. Aucun sens. OK? Hein? Les AVPP attirent la pire catégorie d'acheteurs qu'il n'y a pas. Un bon conseil, vous devriez toujours convaincre votre client, acheteur, emprunteur, de se mettre en contact avec vous, avec vos démarcheurs, afin d'éviter de perdre le contrôle de votre dossier. Ben, je vous l'ai dit, puis tout ça. La condition de financement est très importante. En courtage immobilier, 3 ventes sur 4 comportent cette condition-là. La présentation de vos partenaires en matière de financement hypothécaire, présentez-les, dites avec qui vous travaillez, puis pourquoi vous travaillez avec ces personnes-là. Encore une fois, là, je vous le dis, au mois de juin, là, quand un courtier m'appelle, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va mal. OK? Et là, les derniers cas que je me souviens au niveau du financement, là, c'est que
l'acheteur a pris un démarcheur hypothécaire qui avait été référé par son beau-frère. Puis là, les dernières fois, j'ai été obligé d'aller appeler à Toronto. Là, parce que le financement sortait de la CIBC ou de la Scotia, mais Toronto directement. Puis là, j'appelle du monde. Le gars, il ne me répond pas. Premièrement, je ne parle pas français, je ne parle pas anglais. Il y a un nom là, même avec des Y, des X, des Y, là, puis je ne comprends rien. Puis là, j'essaie de dire, écoute, là, moi, là, je suis le courtier qui représente le vendeur. J'ai des comptes à rendre là-dedans. Là. Qu'est-ce qui se passe? Puis en passant dans ce dossier-là, on ne représentait pas l'acheteur. L'acheteur était représenté par un courtier de Montréal qui avait un nom aussi long puis compliqué que ça. OK? Puis l'acheteur a un nom de même, le courtier qui l'accompagne a un nom de même. Puis là, tu essaies de savoir qu'est-ce qui se passe. Il ne retourne pas tes appels, il est incompétent. Puis là, je viens, tu regardes. Là, premièrement, il n'aura pas sa commission. Mais ça, c'est si on s'enchaîne la terre. Si on s'enchaîne la terre, là. Mais là, on a un pauvre vendeur qui lui dit moi, j'ai accepté une promesse d'achat, il faut que je me relocalise. Ça marche-tu pas? Qu'est-ce qui arrive? Il n'est pas question. Puis là, à un moment donné, il commence à faire de la haute pression. Puis là, je ne suis pas capable d'y répondre. Mon courtier vient à moi, on n'est pas capable de répondre. T'sais? Fait que là, je dis bon, tasse le courtier collaborateur. C'est qui a le financement? Bon, appelle Toronto. Là, je parle au boss de ce gars-là. Ouais, ben il est en vacances, là, il est remplacé par tel gars. Non, regarde, moi, je veux savoir où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'il y en est. Puis, en bout de ligne, mais écoutez, ça a été pénible, difficile. On l'a sauvé, la transaction. On l'a sauvé, respiré par le nez, puis tout ça, puis on l'a sauvé. Mais des affaires compliquées comme telles. Quand tu viens cauchemar comme ça, tu te rappelles idéalement de ne pas travailler. C'est parce que si tu ne représentes pas l'acheteur, puis c'est un autre courtier qui représente l'acheteur, en bout de ligne, tu ne peux pas intervenir et dire, regarde, tu ne peux pas dire, l'acheteur va devoir faire affaire avec mon démarcheur hypothécaire. Tu ne peux pas faire ça. C'est ça. Mais vous allez vivre des frustrations, des fois, malheureusement. Les deux étapes de l'approbation hypothécaire. La première étape, c'est l'approbation de la capacité de payer de l'emprunteur. OK? Il est-tu capable de payer ou il n'est pas capable de payer? Son dossier de crédit, est-tu bon? Il a la capacité financière? Il est bon jusqu'à combien? Ça, cette étape-là, réglez-la au début. Avant de commencer à faire le tour de la Rive-Nord des Laurentides avec un client acheteur, réglez-moi ça tout de suite. Hein? Réglez-moi ça tout de suite. Prenez le temps de vous asseoir avec le client et regardez, là, c'est important, là. C'est important qu'on franchisse cette étape-là. Puis moi, dans le fond, je l'incorpore dans mon discours. Monsieur, madame les acheteurs, moi, ça me fait plaisir de vous accompagner, puis de vous représenter là-dedans, puis de faire en sorte qu'on aille chercher la meilleure transaction pour vous. Mais pour faire ça, là, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide, là, j'ai besoin de votre collaboration. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider là-dedans? Là? Oui, on est prêts. Parfait. Première chose que vous allez faire, vous allez rencontrer mon spécialiste hypothécaire qui, lui, va analyser votre dossier, puis va me donner des arguments qui vont me permettre d'aller au front auprès d'un vendeur et dire mes clients sont solides. La condition d'inspection, la condition de financement, c'est une technicalité. Voici pourquoi, voici ce qu'il y en a. OK? Dans le fond, tu présentes ça comme étant à leurs intérêts, ce qui est vraiment le cas aussi, dans leurs intérêts, à leurs bénéfices à ce niveau-là. Aidez-moi à vous aider à décrocher la maison de vos rêves. OK? Et là, on règle, là, il rencontre le démarcheur hypothécaire, mon démarcheur, et on sait jusqu'à combien ils peuvent payer, on sait s'ils sont solvables ou pas, on sait si la cote de crédit est bonne, on sait s'ils ont des chèques NSF, ils fournissent les rapports, ils fournissent les preuves de revenus, les ci, les ça, tout doit. Ça, réglez ça le plus vite possible avant de commencer à dépenser du temps, et de l'énergie et du gaz. Oui, selon la loi, on est supposé fournir une liste de 3 personnes. En financement? En financement, non? Inspection, Okay. oui. Financement, non, tu parles pas au financement. La raison pourquoi l'inspection, c'est que l'inspecteur, on va en parler, l'inspecteur n'est pas encadré par aucune loi, tout ça. Mais non, moi, si je travaille avec un professionnel, un ou deux, là, mais non, rencontrez mon spécialiste, puis je vais vous expliquer pourquoi je veux vous rencontrer mon spécialiste. Je vais vous dire, écoutez, c'est une transaction, vous n'en vivez pas. Moi, j'en vis régulièrement les transactions. Et quand, monsieur, madame les vendeurs, quand monsieur, quand ça dérape, puis on n'est pas capable avec le contrôle au niveau du financement, ça risque de mettre en péril votre transaction. Vous risquez de ne pas avoir la propriété parce que je n'ai pas les réponses dans les délais, puis ça se peut, là, que la maison sur laquelle vous allez tomber en amour, vous ne soyez pas tout seul à le vouloir, que vous soyez en compétition avec d'autres acheteurs. Et là, ce qui va vous permettre d'être capable de dire que vous allez passer, là, c'est parce que vous avez fait vos devoirs avant, quoi que ce soit. OK? C'est ça. Cette partie-là du discours, elle est importante. Donc, première étape, on règle la question de la capacité d'emprunt de ton acheteur avant d'aller trop loin là-dedans. Es-tu capable de payer? On appelle ça une préqualification ou une préautorisation.
avec rapport de crédit fait. Hein? Moi, c'est pas un coup de téléphone, là. Un coup de téléphone, ouais, mon démarcheur, il a parlé, il gagne à peu près 100 000 $ par année, il n'y a pas de chèque NSF, tout ça, puis il y a des REER, puis la vie est belle. Ouais. Puis là, quand tu le passes dans la machine à boudin, là tu t'aperçois qu'il y a sa carte de crédit n'est pas payée, il y a ci, il y a ça, puis il y a ci, puis il y a le saisie, puis son cellulaire, il a cancellé le contrat, puis ça lui a causé un préjudice, puis là, sa cote de crédit a baissé à cause de ça, puis, écoute, tu sais, puis là, finalement, puis des fois, ils ont oublié, ils ne sont pas de mauvaise foi, ils ont oublié ces choses-là, eux autres, c'est ça. Puis plus ils sont négligents, plus le code de crédit est pas bon. Actuellement, c'est le cas. Réglez ça pour éviter d'investir du temps, de l'énergie avec un client qui, ultimement, n'est pas solvable. Parce que l'autre scénario, c'est que vous ne dites pas un mot, ils sont adorables, ils sont fins, vous les embarquez à votre auto, vous faites visiter 32 maisons, ça a pris 4 fins de semaine, puis finalement, ils arrêtent sur une, puis là, on négocie péniblement, ça a pris 6 contre-propositions, j'ai fait 14 voyages à Montréal, aller-retour, puis finalement, on réussit à avoir une promesse d'achat, contre-proposition acceptée, yes! Il reste rien de financement à réaliser, puis l'inspection. Financement, je les mets en contact avec un démarcheur hypothécaire, et finalement, j'apprends qu'il a fait faillite la semaine passée, puis il est insolvable. J'ai tout fait ça pour régler. Tout fait ça pour régler. OK? Hein? C'est ça. Quand tu fais ça une fois, 2 fois, après ça, là, tu veux mourir. Soit tu ne veux plus te parler à un acheteur, ou bien donc là, tu comprends que, monsieur les acheteurs, vous allez m'aider à vous aider à décrocher la maison de vos rêves. Et pour ce faire, vous allez rencontrer mon spécialiste hypothécaire. Et là, on va régler tout ça d'avance. Hein? Ça se vend très bien auprès des acheteurs. Ça se vend très, très bien. OK? C'est ça. Fait que la première étape, c'est sa capacité de payer. On règle ça dès que possible. La deuxième étape, c'est la maison. Évidemment, il faut l'avoir trouvé à la maison. OK? Fait qu'en bout de ligne, quand je vais présenter une promesse d'achat, j'ai déjà une préqualification avec vérification de crédit. J'ai tout fait ça au complet. J'ai vérifié ça. Et quand j'arrive chez un vendeur présenter une promesse d'achat, ça se peut que ma condition de financement soit de 3 jours. 3 jours. Puis je regarde les vendeurs, je dis, écoutez, monsieur, madame les vendeurs, juste que vous compreniez, si le financement ne passe pas sur cette propriété-là, ce n'est pas à cause de mes clients. OK? J'ai, moi, un certificat là, qui confirme que ces personnes-là ont la capacité de payer le montant d'emprunt pour lequel ils se sont engagés. Si ça ne passe pas, c'est à cause de votre propriété. Ce n'est pas à cause de mes clients. OK? Ça voudrait dire que l'assureur hypothécaire ou le prêteur ne voit pas la valeur, n'arrive pas à la valeur de la promesse d'achat sur laquelle on s'est attendu. Fait que là, regardez bien, là. Moi, financement, là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est à vous, là, à faire en sorte que quand la banque va regarder votre maison, qu'ils trouvent que la valeur est là pour quoi que ce soit à ce niveau-là. Parce que c'est ça. Mais là, j'arrive. Puis c'est stratégique, parce que quand on commence l'aventure avec un acheteur, hein, on peut faire... on ne le sait pas. Ça se peut qu'on tombe en amour, et qu'il tombe en amour avec une maison sur laquelle il y a 2 autres acheteurs qui veulent. Là, vous êtes en compétition avec 2 autres acheteurs. Vous risquez de vous retrouver avec un vendeur qui va avoir 3 promesses d'achat sur la table. Puis ton acheteur te regarde, puis il dit, je la veux à tout prix, il va me la chercher. Ouais, mais si je n'ai pas fait mes devoirs avant, puis je ne suis pas capable d'arriver avec une clause de financement de 3 jours, hein, parce que les autres vont arriver avec du 10 jours, puis du 16 jours, puis du 15 jours, moi j'arrive avec 3 jours, puis j'arrive avec mon papier. Ça, c'est un professionnel. Ça, c'est un professionnel qui est arrivé, qui a fait ses devoirs, qui a fait comprendre à ses acheteurs, passe par là, ça va m'aider. OK? C'est ça. Et ça va me permettre de démarquer au niveau de... Ils vont choisir la mienne parce que c'est une qualité à ce niveau-là. Puis je vais mettre ma clause d'inspection. Je vais en mettre une clause d'inspection. On va en parler. Je vais en mettre une. Hein? Parce qu'il dit, je la veux, fais n'importe quoi, je la veux. Ah ouais? Puis là, il y a des courtiers non professionnels qui disent, tu la veux vraiment? Parfait, on ne mettra pas de clause d'inspection. C'est un handicap. Pas mettre de clause d'inspection, là, c'est pas de rendre un service à ton acheteur. Fait que là, tu rédiges une promesse d'achat, tu appelles 1 ou 2 inspecteurs, là, qu'ils les laissent choisir, là. Es-tu disponible demain pour faire une inspection si j'ai une promesse d'achat acceptée? Je t'appelle demain matin, es-tu prêt à te bouger? Oui. Je vais mettre une clause d'inspection de 2 jours. Pas compliqué, 2 jours. J'ai 2 plus 4 sur les 2,5, ça me donne 6 jours. Pas compliqué. Mais là, quand j'arrive, ma promesse d'achat, j'arrive avec ma préautorisation, financement, j'arrive avec des délais de financement d'inspection de 3 jours ou quelque chose comme ça. Là, j'ai dit, écoutez, on a fait nos devoirs. Puis là, je vais demander à mon acheteur de me donner un chèque de dépôt. Un chèque de dépôt de 20 000 $. Hein? T'en veux-tu à la maison? Aide-moi. Aide-moi, là, parce qu'on est en compétition avec 2 autres acheteurs. OK? Puis je vais peut-être lui demander, si la banque est ouverte, d'aller faire certifier le chèque de dépôt. Là, j'arrive chez le vendeur, là, puis regardez, là, il va au compte and trust du courtier inscripteur, là, de l'agence immobilière inscripteur. Mais mon gars, il a de l'argent, il a vu votre maison. Ça, c'est tout, c'est stratégique. C'est des points là, que tu dis, gars,
t'as vu. Parce que vous savez ce qui se passe, c'est que l'acheteur te regarde, puis en pleure quasiment. Va me la chercher, je la veux. Ouais, on est en compétition avec bien du monde. Si on n'a pas fait ça, ce travail-là au préliminaire, hein? Fait que monsieur, madame les vendeurs, les acheteurs, vous allez m'aider à vous aider à décrocher la maison de vos rêves, puis ça commence maintenant. Puis si vous dites, on paye comptant, pas besoin de financement, je ne veux pas le rencontrer, qu'est-ce que vous dites? Rencontre mon spécialiste. Moi, là, quand moi, je vais dire, il paye comptant, ça n'a pas de crédibilité. Tu vas rencontrer mon spécialiste hypothécaire, il va te passer dans la machine à boudin, puis il va dire, monsieur a la capacité, monsieur a les fonds, monsieur, madame dispose des fonds. J'ai besoin de ça pour l'aider. Tu n'en prends pas d'hypothèque si tu n'en as pas besoin, je ne te forcerai pas à prendre une hypothèque, mais donne-moi des outils qui vont te permettre d'aller au front et t'aider. Ça fait du sens, ça? Hein? Ça, là, ça fait partie du discours que tu tiens avec un acheteur avant d'aller au front et aller à des plans. OK? C'est ça. Je ne dirais pas que je suis dans des marcheurs. Au pire, je te négocierais une copie du relevé bancaire, mais là, quand tu payes cash et que le gars peut t'envoyer justement voir des banques. Mais M. Lebrun, arrivez-moi avec des documents. Ouais, ça va. Arrivez-moi, donnez-moi du stock. Je m'en vais au front pour me battre pour vous, là. Mais moi, si je dis, regarde, mon client, il est solide, là, ça n'a pas de crédibilité. T'sais? Ou bien, non, donne-moi un chèque visite 300 000 $. Arrivé au front, on va dire, regarde, moi, le financement, c'est pas un problème. Mon client paye cash. Mais je ne fais pas juste vous dire qu'il paye cash. Regarde, j'ai une promesse d'achat de 300 000 avec un chèque visite 300 000. Pas compliqué, c'est ça. Ça marche bien. Ça, c'est bon. Hein? Et François, quand tu parles même si le travail a été fait auparavant, là, puis que ton client est qualifié, quand tu parles d'un délai de 3 jours pour obtenir la réponse sans condition du financement, puis 2 jours pour un délai d'inspection, là, je pense que tu charries. Moi, je pense que je ne charrie pas. Oui. Évidemment, je vais travailler avec mes partenaires à moi. Mes partenaires à moi, là, je veux dire, je vais les appeler avant, je vais dire, écoute, je suis dans une transaction, j'ai pas de. Là, je suis en milieu urbain. Autrement dit, je n'ai pas de fosse septique, je n'ai pas de puits artésien, je n'ai pas de test d'eau. Fait que là, je n'ai pas besoin de me soucier de conformité de la fosse septique, conformité du test d'eau. Fait que là, ça va. Je dis, écoute, là, regarde, tu les as confessés, toi, là. Hein? Tu les as confessés. Combien de temps ça va te prendre pour confirmer, mais mettre un final? Moi, je lance la balle à mon démarcheur hypothécaire. Lui, s'il me dit 2 jours, t'es sûr, là, 2 jours? Parfait, on va mettre 2 jours. Oui, mais le démarcheur, il va te dire 2 jours, mais 2 jours à condition que le client lui fournisse tout ce qu'il a besoin. Ça, Carole, j'ai tout fait ça avant. Ouais. Il faut que j'aille tout fait ça avant. C'est certain qu'en 2 jours, c'est impossible. Là, on a tout fait ça avant. Il a fourni ses preuves d'emploi, il a tout fourni ça. Ça, c'est réglé. Il reste une étape à franchir. J'ai une PA acceptée à 170 000, puis j'ai besoin de 150 000 d'hypothèque. Puis là, c'est. Mais il est capable de payer 150 000, il n'y a aucun problème. Il faut que j'aille. Je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens de marquer 2 jours si je n'ai pas réglé toute la question de la capacité de payer. C'est tout à régler. Parce que la banque, ce qu'elle nous répond, parce que moi, c'est toujours tout réglé. Sauf que quand tu dois vraiment faire la demande du prêt hypothécaire, il faut quand même que le client, parce que c'est pas toujours le démarcheur qui accepte, ils ne prennent pas toujours le démarcheur. Fait qu'il faut que le client il prenne rendez-vous avec la banque. Si la banque elle donne rendez-vous dans 2 jours ou dans 3 jours, parce que la personne travaille toute la journée, ils ne sont pas ouverts le soir, il faut aller les rencontrer à la banque. Ils te demandent toujours. Je t'entends. 3 jours là, dans une je t'entends, mais moi, tu deviens hors délai, puis ça stresse la transaction en maudit. Oui, mais je t'entends, mais moi, je vais travailler. Là, c'est stratégique, là, OK? C'est stratégique, là. On l'a ou on ne l'a pas ou quoi que ce soit. Là, moi, je vais travailler avec des banquiers, des prêteurs qui sont capables de se plier à des exigences comme ça, à ce niveau-là. Mais ça, il faut que je le sache d'avance. Parce que moi, quand on tombe en amour avec la maison, s'il n'y a pas fourni ses preuves de relevé d'emploi, oublie ça, c'est impossible. T'sais. Là, je ne peux pas mettre 2 jours. Évidemment, à la limite, je peux peut-être des chiens. Je vais mettre 3 jours. Puis dans le fond, ça va m'en prendre 5. Ah ouais, tu demandes une extension, il t'a accepté. Moi, là, j'en ai 2 autres compétitions avec moi. Fait que là, ce que je veux, c'est que mon vendeur accepte celle-là. Puis après ça, si j'attends de 2 jours, parce que là, je vais trouver une bonne excuse, là. Mais là, les 2 autres sont morts, ils sont plus là, je les ai plus dans les jambes. Fait que là, je suis capable. Oui, mais ça crée bien du stress puis bien de l'inquiétude de la part des vendeurs. Mais c'est le fun, hein? C'est-tu le fun, ça? Quand tu parles de l'inspection dans les 2 jours, quand on est à cette période-ci, là, nous autres, on est booké de 7 à 10 jours d'avance. Mais Carole, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone. Je t'ai appelé. Moi, quand j'ai rédigé la promesse d'achat, elle n'est même pas acceptée, pas présentée. Je dis, écoute, Carole, tu es inspecteur bâtiment. Là, j'ai des clients, là, on présente la promesse d'achat à soir.
Écoute, si je mets 2 jours, es-tu capable de rentrer à telle adresse, telle place, dans 2 jours, me sortir, puis tu auras 48 heures, me sortir de rapport, es-tu capable de faire ça? Oui ou non? Tu n'es pas capable? Non. Si tu es capable. Moi, on va se parler avant. Je n'écrirai pas ce chiffre-là si je n'ai pas l'assurance que j'ai un inspecteur ou 2 inspecteurs qui peuvent faire le job. Appelle-moi, là, puis dis-moi, quand es-tu capable de me faire une inspection dans 2 jours? Je vais regarder mon agenda, puis je vais te dire, OK, puis au moment où je te parle, j'aurai de la place. Mais si tu me rappelles le lendemain, puis que le rendez-vous était donné à quelqu'un d'autre, il n'y a plus de place. Ah non, mais on a une complicité. D'amener ton acheteur vers un inspecteur. Que si tu n'as vraiment pas de temps, tu vas trouver un trou pour moi. Tu vas trouver un trou pour moi parce que je suis un bon client avec toi. On travaille ensemble, puis je respecte. OK? Non, mais moi, là, regarde, j'ai besoin de toi, là. Je t'appelle, là, je dis, écoute, Carole, j'ai besoin de toi, là. À ce moment ici, j'ai besoin de toi. T'es-tu capable de m'aider? Si tu me dis honnêtement, non, François, je suis bouqué, pas de problème, j'apprécie que tu me donnes le juste. Puis après ça, je vais en trouver un autre, puis je dis, regarde, tu es capable de m'aider, oui ou non? Mais à un moment donné, moi, je roule, je suis un professionnel, puis on fait des retours d'ascenseur, puis moi, je dis, regarde, j'ai besoin d'une inspection dimanche après-midi, puis dimanche, il y a un game de football, puis regarde, j'ai besoin de ça, aide-moi. Mais je pense que ça vous démontre juste l'importance d'être capable de se créer un bon réseau. Puis ça se construit pas. Non. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est tellement important. Ça prend des délais raisonnables. Ouais. Parce que sinon, tout le monde stresse. Mais là, moi, ça fait des transactions. Moi, ça me dérange pas si vous stressez. On va tous stresser. Mais moi, j'ai un client là, qui dit, va me la chercher. Fait que là, je dis, écoute, es-tu capable de vivre une période de stress un peu? Oui, ça va. Banquier, es-tu capable de. Suivez-moi, là, on y va. Puis tout ça. Mais là, n'oubliez pas encore, je reviens à mon affaire. On est 3 sur la ligne de départ, puis il n'y en a rien qu'un qui va être choisi. Là, moi, je vais mettre quelque chose de tellement alléchant là, que je vais éliminer les 2 autres. Si en bout de ligne, Carole m'appelle, elle dit, écoute, il y a une tempête de grêle, puis on ne peut pas de se rendre, bien, j'aurai des motifs, mais j'ai flushé les 2 autres. Mon vendeur est tout seul à danser avec mon acheteur. C'est tout. C'est ça. C'est stratégique. Comprenez-vous? Oui. Hein? Dans l'éventualité d'une promesse ne comportant pas de clause de financement, obligation de l'agent inscripteur d'exiger de la part de l'acheteur la preuve de liquidité. Ça, évidemment, ça va. Il y a une clause preuve de fonds, une clause type de loi CQ. Elle ne vaut rien. En passant, elle ne vaut rien. Parce qu'elle dit tout simplement qu'à tel moment donné, la personne a de l'argent. Mais, tu sais, honnêtement, là, moi, la meilleure preuve, là, c'est quoi? C'est quoi la meilleure preuve? Un chèque certifié. Un dépôt. Un beau gros dépôt dans mon compte. Hein. Ça, là, ça vient de me blinder la transaction. Ça, s'il dit, regarde, moi je paye cash, quoi que ce soit, puis je ne mets pas de condition de financement, c'est ça. Et puis, je veux juste vous montrer quelque chose. Mais pas un dépôt de l'étranger. Pardon? Pas un dépôt de l'étranger. Non, pas un dépôt d'étranger. Parce qu'un dépôt d'étranger, c'est une fausse sécurité. Je vous amène sur le site de l'OACQ. Je vous amène dans le SIMBAD de l'OACQ. Je vais juste vous montrer une clause type. Vous savez, vous êtes allé voir les clauses types dans SIMBAD? On va voir dans SIMBAD, clause type, ici. Puis là, j'ai toute une série de clauses. Je vous amène à la clause 6.2, autre clause. 6.2, pénalité. Je l'adore, cette clause-là. Ce qu'elle dit, cette clause-là, elle s'intitule pénalité. Malgré les termes de la clause 4.2 de la promesse d'achat, la clause 4.2 de la promesse d'achat, c'est la clause d'acompte. Ça va? Malgré les termes de la clause 4.2 de la promesse d'achat, advenant que la signature de l'acte de vente n'ait pas lieu avec une date, parce que l'acheteur il a fait volontairement obstacle ou en a volontairement empêché la conclusion, la somme de, et ça c'est la compte que vous avez mis en 4.2, OK? Hein? Détenue en fidéicommis par le groupe Sutton Select, sera remise au vendeur à titre de dommages-intérêts liquidés. C'est tout. Elle finit là, cette clause-là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit, cette clause-là? Regardez bien, on va juste le comprendre. Parce que ça, cette clause-là, là, vous allez vous en servir. OK? Vous allez vous en servir. Puis, cette clause, bien que pratique, comporte toutefois une limite certaine. En effet, si les parties ne s'entendent pas pour identifier le responsable de la non-matérialisation de la vente, le courtier ne pourra se substituer au tribunal et conclure à qui devrait être remise cette somme. On s'entend, c'est important, c'est que, évidemment, s'il y a une tempête de neige, le vendeur, l'acheteur ne peut pas perdre son dépôt à cause de ça. Si le notaire est malade, s'il y a un vice de titre, c'est imputable au vendeur, l'acheteur ne peut pas perdre son dépôt à cause de ça. Il faut que ça soit clair.
c'est clair, net et précis que la seule raison pourquoi il perd son dépôt, tout le monde est chez le notaire, les titres sont clairs, tout là, puis il n'est pas là, puis il a fait défaut. Moi, il m'est arrivé, c'était 35 000 sur une transaction de 600 000, là, il y avait un dépôt, puis il y avait cette clause-là. Évidemment, c'était moi qui le détenais dans mon compte en fidéicommis. Hein? Et là, ça voulait dire que je prenais 35 000 dans mon compte en fidéicommis, puis je le donnais au vendeur. C'était pas l'argent du vendeur, c'était de l'argent de l'acheteur. Je peux-tu dire que je me protège les fesses, pas à peu près? Parce que là, je ne veux pas qu'il vienne me poursuivre, parce qu'il prétend que non, écoute, la clause, elle disait ça, mais c'était pas de ma faute à moi, il est arrivé quelque chose, quoi que ce soit. Fait que là, on l'a documenté. Hein? Le notaire, il a écrit, le notaire, il a parlé, moi, je sais. Puis à un moment donné, il n'était pas là, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, je dis, vous réalisez une chose, là. J'ai dit, là, vous perdez votre 35 000, là. Il dit, je le sais, je le perds, il fait partie des leçons de la vie, qu'est-ce que tu veux, peut-être des événements qui font que c'est ça. Bon, là, j'étais assez blindé que, là, on est sorti chez le notaire, il n'y a pas de transaction, il a fait un chèque de 35 000 au vendeur, puis ça a fini là. Dommage intérêt liquidé, ça veut dire que le montant d'acompte que le vendeur touche, c'est un divorce sans toute autre procédure. Il n'y a pas de procédure judiciaire. Hein? Dommage intérêt liquidé, c'est qu'il n'y a pas de procédure judiciaire. Tu prends le montant, si c'est 35 000, et puis là, tu ne peux plus poursuivre l'acheteur. Tu ne peux plus le poursuivre pour plus que ça ou quoi que ce soit. Et les parties sont divorcées. Divorcées, pas de procès, rien de ça. Vous comprenez que si vous marquez 500 $ de dépôt, ça n'a aucune espèce d'influence. Hein? Ou 1000 $, il faut que le dépôt soit tellement substantiel que l'acheteur, ça va y faire mal, au point qu'il dit, bon, l'acheter pareil de la maison, m'en remettre en vente, parce que m'a perdu trop à ce niveau-là. Ou bien donc que le dépôt soit tellement substantiel que le vendeur va t'embrasser, puis il va dire, hey, on est le 1er juillet, il n'y a plus d'acheteurs, le marché a planté, mais c'est pas grave, je viens d'encaisser 50 000 $, je t'embrasse, remets-la en vente à 50 000 $ de moins, puis on va trouver un acheteur le 1er juillet. C'est ça. La clause de dépôt 4.2, oubliez celle-là, c'est une fausse sécurité à l'égard des vendeurs. OK? C'est une fausse sécurité. La clause de dépôt, telle qu'elle est rédigée dans la promesse d'achat de l'OACQ, elle laisse penser au vendeur, regarde, j'ai 50 000 de dépôt, puis elle laisse penser au vendeur que c'est une sécurité, puis si l'acheteur est en défaut, il peut mettre la main dessus, puis on remet la maison en vente. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un dépôt, on devrait ajouter ça. Moi, je te dis, là, parce que regardez bien, si tu ne mets pas ça, la jurisprudence est la suivante. L'acheteur peut, la veille de passer chez le notaire, peut t'appeler, puis t'écrire, puis dire, je ne la veux plus, la maison, c'est lui qui est fautif complètement, là. Je ne la veux plus à la maison, puis renvoie-moi mon dépôt de 50 000. OK? Hein? Et puis, dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Le dépôt de 50 000, tu ne retournes pas immédiatement. Tu dois consulter le vendeur, dire, monsieur le vendeur, voici les clés que j'ai reçues de l'acheteur. L'acheteur se désiste, il me demande le remboursement de son dépôt. Monsieur le vendeur, vous avez une semaine pour prendre des procédures en passation de titre. Si vous ne prenez pas une procédure en passation de titre, je vais être obligé de remettre le dépôt. OK? Vous avez des recours contre l'acheteur, mais je ne pourrai pas garder le dépôt. OK? Puis une procédure en passation de titre, c'est l'exécution forcée par le tribunal de cette transaction-là. Ça prend 18 à 24 mois, puis en bout de ligne, si on gagne, on n'est pas sûr que l'acheteur est encore solvable et ouvert. Fait que je peux vous dire que 98% des cas où un acheteur fait défaut, le vendeur ne prend pas une procédure en passation de titre parce que ça prend trop de temps. Lui est en mode déménagement. Il ne veut pas réserver la maison, l'enlever sur le marché et attendre 24 mois pour savoir si un acheteur va être solvable puis trouvable puis qu'il va l'acheter ou quoi que ce soit. Évidemment, dans le cas où il prend des procédures en passation de titre, ça veut dire qu'il y a une chance qu'en bout de ligne, cette transaction va se faire. Donc là, je dois le garder. Mais le vendeur a 7 jours pour me montrer ça. Pas m'écrire, j'ai l'intention, garde le dépôt parce que j'ai l'intention de prendre une procédure. Non, il faut qu'il me montre des procédures. C'est comme ça, c'est ça. Pratico-pratique, là, c'est pas ça qu'il va faire le vendeur. Le vendeur, quand un acheteur lui fait des grimaces à la dernière minute puis il dit je n'achète pas ta maison, le vendeur, il veut revendre la maison à quelqu'un d'autre. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une mise en demeure à l'acheteur. Il dit regardez, je vous donne 24 heures, 36 heures pour vous rétracter puis vous confirmer que vous avez passé chez le notaire ou quoi que ce soit. On est déjà passé à la date. À défaut de quoi, il l'écrit. À défaut de quoi, la promesse d'achat deviendra nulle et non avenue. Je prends ma propriété et je suis libre d'en disposer comme je viens, comme bon me semble, mais je vous tiens personnellement responsable de tous les préjudices et dommages que j'ai subis. Ça, c'est pas une passation de titre, c'est un recours à dommages-intérêts. Et là, il reprend sa propriété, il la remet en vente. Mais il ne vendra pas à cet acheteur-là, il va en vendre à n'importe qui. Et là, tu n'as pas le droit de garder le dépôt de quelqu'un si tu ne peux pas l'appliquer contre une transaction. Il n'y aura pas de transaction avec lui, le vendeur a décidé qu'il la vendra à quelqu'un d'autre. Ça, c'est 98% des cas. OK? Fait que comprenez-vous, là, que... Et puis là, tu dis au vendeur, l'acheteur vient d'appeler, puis il ne veut plus te recéder.
Ben, c'est pas grave, donne-moi le 50 000, je peux pas te le donner. Comment tu peux pas me le donner? Pourquoi est-ce que tu as pris 50 000 d'abord si tu peux pas me le donner? Ben, il faut que tu prennes une action en passation de titre, tu lui expliques qu'est-ce que c'est. Il ne sent pas de maudit bon sens, pas pour faire ça, ça coûte de l'argent, puis tout ça. Fait que la clause d'acompte de l'OACQ, c'est une fausse sécurité. Donc, aussitôt qu'on a un acompte en tant que vendeur, on fait signer Moi, je suis pas compliqué. Ben, mais oublie pas, ça, là, dommage intérêt liquidé, il faut que le montant soit assez élevé. Si tu mets 1000 pièces avec cette clause-là, il va te faire des grimaces. Il va te dire, regarde, tu peux pas me poursuivre pour plus que 1000 pièces. Il va continuer de magasiner, puis à un moment donné, s'il en trouve une meilleure, il va te laisser tomber, puis là, parce que tu payais qu'à ramasser. Fait que il faut que le montant soit assez important, OK? Il faut que le montant soit assez important. Mais ça a des dents. Ça a des dents, dans le sens que si par la seule faute de l'acheteur, il n'est pas au rendez-vous à une date fixe, il vient de le perdre, OK? Oui. Vendeur collaborateur, on a-tu une commission sur un 32 000 passé en... Quelle est la réponse? Ta question est bonne. La réponse si on est encaisse, non, là, parce qu'il n'y a pas eu de transaction. C'est ça. Il n'y a pas de vente. Fait que ça, là, il faut que tu gères ça au moment où tu rédiges la clause avec ton vendeur. Tu dis, monsieur le vendeur, dans l'éventualité peu souhaitable mais heureuse, où vous touchez 50 000 est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut se parler tout de suite? Est-ce qu'on peut convenir que si mon courtier, mon agence immobilière vous transfère 50 000, pouvez-vous m'en donner un 10, un 15 ou quelque chose comme ça? Parce que légalement, si tu n'as pas une entente écrite à ce moment-là, il n'est pas obligé de te le donner parce qu'il n'y a pas eu de vente. OK? À ce niveau-là. Fait que fais-le. Puis parce que tu peux te dire que si tu essaies de le négocier quand il vient de mettre 50 000 dans ses poches, il va dire ben non, tu gardes ta maison à vendre, puis de toute façon, c'est ton maudit acheteur qui m'a chié des mains, c'est toute ta faute à toi, puis tout ça. Fait qu'il va dire non. Alors négocie-le quand tu fais rédige ça. OK? Et là, à ce moment-là, tu es correct. Mais moi, je suis un de ceux, je vais juste continuer parce que il est également important d'expliquer aux parties le sens de l'expression dommage-intérêt liquidé, puisque le vendeur devra comprendre qu'il ne pourra réclamer quelque somme additionnelle que ce soit à l'acheteur, ni intenter des procédures en passation de titre automatique. Mais c'est ça que les parties veulent. Ils ne veulent pas prendre un juge, puis prendre un avocat, puis tout ça. Là, ça, ce principe-là, je ne suis pas d'accord, là, mais c'est l'OACQ. Il faut se rappeler que cette clause constitue une modification au principe du remboursement d'un acompte à l'acheteur, prévu au formulaire obligatoire de promesse d'achat, et que le versement d'un acompte remboursable à l'acheteur doit demeurer l'option privilégiée. Moi, je dis, prenez-en pas d'acompte si on est pour faire des acomptes qui... Ainsi, cette clause ne doit pas faire l'objet d'un usage systématique et ne doit être utilisée que dans les cas très particuliers où il est à craindre qu'en cas de défaut de l'acheteur, le vendeur aura beaucoup de difficultés à recouvrir quelque somme que ce soit à titre de dommage, par exemple, s'il s'agit d'un acheteur ne résidant pas au Québec. Si cette clause est utilisée, elle sera inscrite à la section 8.1 du formulaire de promesse d'achat, autre déclaration de conditions, à défaut d'y retrouver l'espace nécessaire au formulaire annexe G. Ce que je voulais vous dire... moi, regardez bien, je vais vous donner le scénario. Vous vendez la maison de votre mère, qui a 85 ans, que vous adorez. Hein? Vous voulez être sûr que votre mère ne se retrouve pas dans le pétrin du 1er juillet. Le scénario, c'est le suivant. On est le 15 janvier, je mets la maison de ma mère en vente. Ma mère a 85 ans, puis elle ne veut pas de trouble. OK? Et finalement, je la mets à un bon prix, la maison est fun, on a fait une intervention home staging. Puis là, finalement, le 20 janvier, il rentre une promesse d'achat, on l'accepte, conditions de financement inspection réalisées en une semaine. En tout cas, 1er février, il n'y a plus de conditions sur la maison, il n'y a plus de conditions sur la promesse d'achat. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Qu'est-ce que je suis obligé de faire quand il n'y a plus de conditions sur la promesse d'achat pour être acceptée? La mettre vendue. Tu l'as vendue. Vous comprenez que le 2 février, si on fait des recherches, cette maison-là n'est plus dans les maisons à vendre. Elle est vendue. On annonce à tout le monde, la communauté, je mets mon vendu sur la pancarte aussi, j'ai le droit légalement, tout ça. Mais ma promesse d'achat est assortie d'une condition qui n'est pas une condition, mais on passe chez le notaire le 1er juillet. Fait que là, je dis à tout le monde, incluant ma mère, mais lâche tes 2 oreilles, il n'y a pas de problème, 1er juillet, ta maison est vendue, tu vas avoir ton 200 000 $. OK? Êtes-vous capable de garantir au vendeur que l'acheteur va être au rendez-vous le 1er juillet? Non. Hein? Personne n'est capable. Il peut être saisi par l'impôt, il peut être diagnostiqué avec une maladie incurable, il peut se tuer sur l'autoroute, il peut se divorcer, il peut. Perdre sa job. OK? Hein? C'est tout ça. Puis pourtant, là, je vais vous dire, les courtiers jouent à la roulette russe avec les transactions des titres. Parce que, je vais vous dire, vous allez être confronté à des situations où un acompte, d'où tu viens, toi, là? On prend pas ça, des acomptes. Voyons donc, des acomptes. Ben oui, mais regarde, on signe le 1er juillet, puis j'en paie pas de transaction. Arrête donc de t'énerver avec ta mère, puis tout ça, c'est quoi ton problème, là? On va se rendre chez le notaire, puis ça vient de cette aide. Voyons donc, c'est ça. Là, tu le regardes dans les yeux, es-tu capable de garantir qu'on va se rendre chez le notaire? Hein? Ben,
se rend toujours chez le notaire. Donc, tu commences, toi, hein, je pense. Tu as suivi le nouveau cours, hein, c'est ça? Ouais. Je te dis que les affaires qui vous montrent là, ça n'a pas de bon sens. Mais regarde, c'est ça. Hein? Quand le fonds d'investissement, le fonds de pension de Teachers a voulu acheter Bell Canada, hein? Puis les dirigeants de Bell Canada ont reculé parce qu'ils ne voulaient plus vendre, il y a eu 650 millions de pénalités. Hein? Des transactions. Si vous prenez un avocat en droit immobilier pour structurer une transaction, qu'elle soit non résidentielle ou résidentielle, la clause pénalité, il va toujours vous la mettre. Vous avez des belles intentions, vous allez vouloir être là, ça va. On va vous faire confiance. Mais si vous n'êtes pas là pour une raison ou une autre, ça va porter conséquence. C'est pas parce qu'on soupçonne, mais nous autres, regardez, c'est certain que si vous allez au 42e étage de la place Ville-Marie par un avocat en droit immobilier, la clause pénalité, elle va être là. OK? Parce que, regarde, si tu n'es pas au rendez-vous, il y a des conséquences. Hein? Donc, je reviens à ma mère. Comment je fais pour garantir à ma mère qu'elle ne vivra pas de stress que le 30 juin, l'acheteur m'appelle puis il fait des grimaces à tout le monde puis il envoie toute la maison? Comment je fais pour empêcher ça? D'accord. Non. Un notariat Beau plus notariat secret. plus à l'avance, puis tu charges un loyer en conséquence. On passe chez le notaire. Parfait. Vous voulez acheter la maison de ma mère? Parfait. Vous voulez passer chez le 1er juillet? Vous allez déménager le 1er juillet. Ma mère va rester jusqu'au 1er juillet. On passe chez le notaire le 15 février. Ah, puis pas question, je ne veux pas supporter deux maisons. Non, je ne supporte pas deux maisons. Ma mère va neutraliser tous les frais entre le 15 février et le 1er juillet. Elle va te payer un loyer qui va tout neutraliser ton frais hypothèque. Si la maison passe au feu le 16 février, puis ma mère est sortie, j'espère, là, mais c'est plus son problème. C'est plus son problème, l'argent est dans son compte de banque, ça vient de s'éteindre, c'est ça. OK? Hein? Ça, c'est la première solution. Et puis, évidemment, ça se peut très bien que l'acheteur dise, ben moi, ça ne marche pas. Parfait, il n'y a pas de problème. Ça ne marche pas. La maison n'est pas pour toi. Moi, au mois de janvier, février, j'ai du marché. J'ai des acheteurs. Le 1er juillet, je n'ai plus d'acheteurs. OK? 1er juillet, les Québécois, ils posent la tapisserie, puis ils sont chez Renault Dépôt, puis ils n'achètent plus des maisons. Vous savez, les forces du marché, le 1er juillet, il n'y a plus d'acheteurs, la valeur marchande de la maison de ma mère vient de planter. OK? Fait que moi, là, si mon acheteur n'est pas au rendez-vous le 1er juillet, puis j'essaie de revendre la maison de le même prix que j'ai eu au 15 janvier, oublie ça, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Fait que si ma mère encaisse 50 000 puis la met à vendre 50 000 de moins, là, je suis peut-être capable de la vendre le 1er juillet pareil. T'sais? Mais ça, c'est toutes des choses que vous devez prendre en considération. Et donc, deux choses. Ou bien on signe chez le notaire très rapidement, ma mère paye un loyer, ou bien donc, on signe le 1er juillet. Mais si le 2 juillet, l'acheteur, par sa seule faute, n'est pas au rendez-vous, ma mère en encaisse un montant tellement important qu'il n'y a pas de problème, je suis capable de, malgré la baisse de valeur marchande, je suis capable de vendre la maison. C'est ça. Vous me suivez, là? Ça, c'est vraiment important de comprendre ça, puis de comprendre la portée de ça. Puis vous allez vous buter à des courtiers qui représentent des acheteurs qui vont dire, ben oui, on a coûté tout. Un acompte. Ouais, puis avec du close là, en plus, tu tombes sur la tête. Moi, je vous dis, vous allez agir comme ça pour votre mère, bien, vous devez agir comme ça pour tous les clients. Je veux dire, vous n'avez pas deux catégories de vendeurs, vous avez une seule catégorie de vendeurs. Tous vos vendeurs devraient être traités comme si c'était votre mère. Vous allez les protéger. Hein? Moi, si quelqu'un m'appelle, puis me demande, il me fait confiance, puis il dit, aide-moi à vendre ma maison, je vais faire le nécessaire moi, pour m'assurer qu'on ne se retrouve pas avec un pétrin. Là. Parce que je peux vous le dire, moi. Encore une fois, là, quand je reçois des coups de téléphone à cet incident d'année, c'est pas pour me dire que ça va bien, on ne trouve plus l'acheteur. On ne trouve plus l'acheteur, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ouais, c'est ça. On ne trouve plus l'acheteur. Moi, là, j'ai pas de solution à ce moment-là. L'acheteur est insolvable, introuvable, puis on a un vendeur qui s'est engagé dans une autre maison, le camion de déménagement est réservé, il a fait les voiles, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est l'enfer. On fait quoi, par exemple, quand il y a bien des acheteurs qui ont juste 5 à mettre, c'est bien juste, ça arrive, là, flush. On signe tout de suite. On signe le 15 février. 15 février, là, excuse-moi, là, mais s'ils ne sont pas au rendez-vous le 15 février, il n'y a pas de problème. Je les tasse, puis le 16, je la remets en vente, puis j'ai encore du marché. OK? Je la revends à ce moment-là. C'est ça. C'est ça. S'ils disent non, moi, je ne veux pas faire ça, mais si tu ne veux pas faire ça, c'est pas mon problème. Hein? Moi, là, tu n'es pas mon acheteur. Il y en a d'autres en ligne. Dépêche-toi, là, parce que je vais en vendre à quelqu'un d'autre. OK? C'est ça. Comprenez-vous, là, comment c'est important? Je vais vous raconter une anecdote réelle. Ma belle-mère, que j'aime, avec son conjoint, son troisième mari, elle a un condo. Lui, un condo sur le golfe à Saint-Lambert. Puis, il décide d'aller dans une résidence de personnes âgées à Laval, à loyer, pour le 15 décembre. Il décide de mettre en vente vers le 15 juin, à peu près à cette date-là, le condo à Saint-Lambert. Elle m'appelle, je dis, attendez un peu, là, vous trouvez quelqu'un. Là, j'appelle le directeur de Sutton à Brossard. Je dis, tiens, un gars qui aime un bon courtier professionnel qui aime bien sa mère et son père, là. Oui, parfait. Appelle Michel Geoffrion. Il m'appelle. Je dis, Michel, on se connaît pas, là. T'aimes-tu bien ton père et ta mère, là? Oui, t'es adores, oui, parfait.
bien là, tu vas t'occuper de ma belle-mère et de mon beau-père de la même façon que tu t'occuperais de ton père et de ta mère, OK? C'est ça. Oui, François, pas de problème. Puis évidemment, c'est un produit bonbon, là. C'est un condo sur le golf, puis tout ça. Fait que c'est très convoité. Et donc, il met en vente, puis écoute, 3 jours plus tard, il y a une promesse d'achat. Puis c'est pas lui qui m'appelle, ma belle-mère m'appelle, elle dit « Hey, on est en négociation ou quoi que ce soit. » Ah oui? Ah, non, ça, c'était le fun. Ouais, puis on part chez le notaire quand? 15 décembre. Ah, ouais. 15 décembre? Ouais. Ouais, OK. Puis vous autres, vous déménagez quand? Bien, 15 décembre, nous autres, ça le fait notre affaire, nous autres, 15 décembre. Là, vous comprenez l'affaire, là? Moi, je suis pas sûr que le 15 décembre, l'acheteur va être au rendez-vous. Le beau-père et la belle-mère vont faire des boîtes, puis ils sont rendus à Laval, là, puis le condo, tu sais, puis peut-être la valeur marchande. Fait que là, j'appelle Michel Geoffrion, je dis, écoute, Michel, comment tu fais pour blinder la transaction? Ouais, il n'y a pas de problème, je comprends pas de quoi tu parles. Mais je dis, es-tu sûr, toi, que le 15 décembre, l'acheteur va être au rendez-vous? Puis que, ben oui, François, non, je dis, ça marche pas ton affaire. Je dis, je veux un dépôt. Puis lui, là, hein? Un dépôt. Puis je veux un dépôt avec une clause de pénalité ou bien on signe tout de suite. Puis le beau-père va payer le loyer. Hein? Fait qu'on a privilégié l'option de. Le gendre se mêle de la transaction. Là, je vais exprès pour ça. Là, là finalement, je dis à Michel, je dis, regarde, on va signer tout de suite. Le beau-père et ma belle-mère vont avoir l'argent dans le compte de banque. Ils vont rester dans le condo jusqu'au 15 décembre, puis ils vont payer un loyer. Savez-vous où j'ai eu de la misère? Puis ça n'a pas marché. Et convaincus eux autres. Le beau-père ne veut pas payer le loyer. Ben, Voyons, c'est ça. j'ai pas de loyer. Je ne pas de loyer sur mon condo. C'est ça, cette affaire-là, c'est bien nono. Pas été capable de le convaincre. Hein? J'ai pas été capable de le convaincre. Finalement, je dis, regarde, il y a des risques, là. Il y a un risque, là. On s'est rendu jusqu'au 15 décembre. Puis savez-vous ce qui est arrivé? C'est qu'entre-temps, il y a eu 3-4 autres condos qui sont venus sur le marché et ils se sont vendus moins cher. L'acheteur, là, s'il avait été malhonnête, il aurait laissé tomber celle-là, puis il en a acheté un autre à la place, puis il aurait dit courir après moi, puis la belle-mère et le beau-père auraient été pris en cours avec le condo. Hein? Ça, c'est. Mais, ça, c'est un cas, là. Il n'a pas voulu. Il dit non, je ne paierai pas de loyer. Mais je dis, beau-père, vous ne comprenez pas, là. Vous êtes bien mieux d'avoir payé un loyer, mais avoir la sécurité d'avoir votre argent, des risques. Ah, non, il n'y a pas de problème, puis c'est ça. Puis, des fois, tu as des bonnes intentions, mais le message passe. Hein? Tu n'es pas capable de le convaincre. Mais ça, là, je vous dis, cette clause-là, c'est important que vous compreniez. Si vous représentez un vendeur, puis il vous regarde dans les yeux, puis il dit, ça va être correct? Le 1er juillet, on va être capable? Ils vont être là? Hein? Moi, là, c'est pas juste de dire, oui, je suis allé à l'oratoire, puis j'ai allumé 2 lampions, puis ça devrait marcher. Il faut que je sois capable de dire, danse tes 2 oreilles, on va être là, puis s'il y en a, puis tu vas m'embrasser le 2 juillet s'il n'a pas signé chez le notaire, parce que, regarde, on va avoir 52 000 $, quoi que ce soit. Mais là, on ne parle plus d'un dépôt de 500 $ ou 1 000 $. Hein? C'est ça. Puis je vous dis, ce que je vous tiens comme discours actuellement, c'est logique, mais la profession ne chemine pas de cette façon. Non. OK? La profession ne chemine pas. Et Tu l'OACQ... fais haïr par des agents. L'OACQ ne chemine pas comme ça. OK? Mais d'un autre côté, je dis, vos vendeurs, on doit être traités comme si c'était votre mère de 85 ans, puis de vous assurer. Moi, si on me confie la responsabilité de dire, regarde, on va déménager à telle date, puis tout ça, moi, je vais m'assurer qu'on va déménager. Puis si on ne déménage pas, moi, la pénalité va être tellement importante, le dépôt va être tellement important que s'il ne veut pas signer tout de suite, puis on va payer un loyer, on va signer moins cher. Tu sais, le beau-père, au lieu de payer un loyer, j'aurais dit, regarde, c'est 2 000 par mois pendant 6 mois, 12 000, on va te le vendre le condo 12 000 de moins, puis le beau-père ne paye pas de scène de loyer, puis on peut le structurer comme ça. Il y a des façons de le faire. Mais vous avez une responsabilité. Moi, je vois votre rôle comme étant crucial, où finalement, vous garantissez à des personnes, je vais t'amener à terme. Je vais t'amener à terme, je vais le faire, on va s'assurer qu'on est correct, quoi que ce soit. Je reviens à... J'aimerais ça finir le financement pour le dîner, là. Il me semble que ça mange mieux quand on a réglé le financement. Hein? Réalisation de la clause A4 de l'annexe A. Obligation pour l'agent inscripteur de s'assurer que la lettre d'engagement émise par le prêteur ne comporte pas de conditions épargnées au vendeur à l'intérieur. Évidemment, vous comprenez que la clause A4.2, l'acheteur doit remettre au vendeur une lettre d'engagement confirmant l'obtention du financement conformément à A4.1. A4.1, tu as dit, je veux au moins 200 000 d'hypothèques, je ne veux pas que le taux soit supérieur à 5 %, je veux que l'amortissement soit de 25 ans, je veux que le terme soit de 5 ans. OK? C'est ça qu'il dit. OK? Et donc, là, vous devez recevoir une lettre et vous assurer que dans cette lettre-là, vous êtes capable de faire le constat que c'est conforme. Okay? La conformité de la lettre par rapport à ce qu'elle dit qu'il achèterait. Et une des problématiques que vous avez, c'est qu'on reçoit des lettres d'engagement bancaire qui disent « Monsieur, Madame Tartampion », les acheteurs, et on donne l'adresse,
le financement est octroyé. Et là, j'ai un problème, parce que je ne suis pas capable de vérifier si ils ont bel et bien au moins 200 000. Parce qu'en bas de 200 000, ils peuvent débarquer. Si le taux est supérieur à 5 ils peuvent débarquer. Si les conditions de terme d'amortissement ne sont pas correctes, ils peuvent débarquer. Et je n'ai pas de façon de le vérifier. Et là, je commence à parler à Madame de la Banque Toronto-Dominion. Elle dit, Monsieur le juge, je ne sais pas qui vous êtes, là, mais nous autres, notre contentieux juridique nous a dit que c'est ça qu'on émet, c'est confidentiel les autres informations, que ça vient de s'éteindre. Fait que là, tu as un maudit problème, OK? Parce que là, elle t'envoie promener, puis elle dit, c'est rien que ça. Moi, si je suis le courtier inscripteur, j'ai une responsabilité à l'égard de mon vendeur de dire, la lettre que je viens de recevoir, elle fait la job. Elle confirme que... Fait que là, à un moment donné, là, je joue du bras. Je joue du bras soit avec l'agent collaborateur qui représente l'acheteur, ou si je représente l'acheteur directement, j'ai dit, je regrette, mais ce que vous venez de me donner ne vous permet pas de réaliser la clause de financement. Donc, on va remettre la maison sur le marché. Si qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? J'ai dit, regarde, moi, Mme Toupin, à la Banque Toronto-Dominion, elle m'écoute pas, elle ne veut rien savoir. Mais toi, comme client, prends le téléphone et dis, Mme Toupin, la maison, moi, je ne veux pas en perdre. Là. Il y a un problème, M. Léger, il me dit que, donnez-moi les... L'acheteur emprunteur, c'est le client. Il doit dire à Mme Toupin, je veux le savoir, moi, dis-moi le montant, puis dis-moi le taux, puis dis-moi ces choses-là, tout ça. Lui, c'est le client. Ouais, après 2 ans, je viens d'apprendre ça. Tu vrai? Ah oui. De me sensibiliser à ça. Oui. Puis je vais vous dire, vous allez vous buter. Si l'acheteur est représenté par un courtier, un collaborateur, il va dire, hey, c'est quoi ton petit problème, toi? C'est quoi, quelle sorte de bébite? Encore une fois, il va dire, tu viens de tuer le nouveau cours. Hein, c'est ça? Hein? Parce qu'il va te dire, regarde, là, la lettre, appelle-la la madame de la banque, elle va te le dire, c'est tout correct, c'est beau. Non, non, moi, là, je suis pas capable. Je veux pouvoir dire à mon vendeur, dors sur les 2 oreilles, la maison est vendue, parce que vous savez, des fois, là, dans le cadre des démarches de financement hypothécaire, il décide d'aller avec un prêt conventionnel au lieu d'un prêt assuré, il met 20 000 de plus de comptant, puis il demande 180 000 d'hypothèque. Puis là, madame, à la Banque Toronto-Dominion, elle a prêté pour 180 000. Puis si en cours de route, il n'en veut plus à la maison, pour une raison ou une autre, là, il regarde ça, puis il va voir un avocat, il va voir un spécialiste, il dit, comment tu peux me sortir de ça? Ben, je peux te sortir de ça parce que, dans le fond, tu n'as rien qu'à emprunter 180 000, puis tu étais obligé d'emprunter 200 000. Ben, je veux pas ça, moi. OK? Moi, j'ai une responsabilité. Il a le droit d'emprunter moins. S'il emprunte moins, on va faire une émo. On fait une émo et on va tout simplement dire que le montant qui était en 4.1 de 200 000 et pas 200 000, 180 000. Je ne le forcerai pas à emprunter plus qu'il veut, mais au moins, je vais boucher les portes de sortie. Surtout si on a un délai de signature qui est loin. Là, je veux dire, je veux être sûr qu'il ne m'arrivera pas à minuit moins 3 en disant « Ah, j'achète plus, puis je ne suis pas obligé d'acheter parce que c'est ça. » Mais ça, je peux vous dire que c'est une source de discussion assez... Mais vous devez vous tenir. À un moment donné, dire, écoutez, moi j'ai une responsabilité à l'égard de mon vendeur de dire, monsieur le vendeur, la lettre d'engagement que j'ai reçue ne comporte aucune condition et est conforme à 4.1, on est correct, c'est ça. Puis là, vous me donnez un document, Mme Toupin de la Banque Toronto-Dominion, qui ne me permet pas de vérifier ça, je regrette. C'est ça. Fait que vous allez devoir vous battre des fois à ce niveau-là. Mais vous devez vous assurer que la lettre d'engagement bancaire ne comporte aucune condition. Puis, je vais vous dire, aujourd'hui, les institutions financières, ils t'émettent des lettres, c'est final, c'est fichi, c'est ça, tout est beau. Puis là, tu prends le téléphone, tu dis, y a-t-il des conditions? Ah, ben, test d'eau, conformité de fosse septique, mais on n'écrit pas ça. Ben, moi, je veux le savoir. Fait que là, c'est pour ça que dans mes tournées de bureau la semaine passée, j'ai dit, prenez le téléphone, appelez la personne dont le nom apparaît en bas, puis dites, bonjour, Mme Toupin de la Banque Toronto-Dominion, vous ne connaissez pas, je suis François Léger. Moi, je suis courtier inscripteur. Je représente le vendeur dans la maison que vous avez financée, M. et Mme Tremblay, à telle adresse, là. Je ne vous demande pas d'informations confidentielles, en présumant que j'ai le 200 000 puis j'ai le taux, là. Mais y a-t-il d'autres conditions? Y a-t-il d'autres conditions dans votre lettre ou quoi que ce soit, tu sais, à ce niveau-là? Bon, elle peut me dire ce qu'elle veut, là, mais au moins, j'ai été plus loin que ça. Mais c'est ça, c'est que l'agent collaborateur, il peut avoir eu dans ses mains une lettre qui est composée de 3 pages, puis que c'est sa 2e page, que là, tu as les conditions d'évaluation. Mais là, il t'envoie juste la première page. C'est ça. C'est bien marqué sur la première page, 1 de 3, mais tu reçois juste ça. Si tu te contentes de ça, ben là, tu es dans le champ. Ouais. Non, écoutez, vous avez une responsabilité à l'égard du vendeur, puis évidemment, de vous assurer que la condition de financement est réalisée. Mais remarquez bien, là, hein, je l'ai dit puis je le répète, c'est toujours, le prêt peut être rappelé si la situation financière de l'acheteur se détériore. Et les banquiers, maintenant, aujourd'hui, font une vérification de crédit 1 semaine, 10 jours avant la signature. Et si notre bonhomme n'a plus la même cote de crédit, puis si, 10 jours avant, il ne se qualifie plus, ils peuvent dire, on ne prête pas.
Fait que là, tu dis à ton acheteur, tiens-toi tranquille, là, puis fais pas de folie. OK? Hein? Ton skidoo, puis ton bateau, puis ton nouveau pitattant, puis ta piscine creusée, puis tes gros martineaux, puis reste tranquille, là, tu feras tout ça après, là, à ce niveau-là. OK? Et puis, encore une fois, vous n'avez pas de contrôle sur la transaction. Il peut se tuer sur l'autoroute de toute façon. La morale, c'est on notarie le plus rapidement possible. On notarie le plus rapidement possible. C'est ça qui est important. OK? C'est ça. Réalisation de la clause en 4. Obligation pour l'agent inscripteur de s'assurer que la lettre d'engagement émise est détaillée afin de pouvoir vérifier sa conformité et les détails de la clause en 4. Ça, je vous l'ai dit. Dévoilement du nouveau programme de commissionnement, un demi de 1% pour la plupart de nos partenaires. Fait que c'est le fun. 150 000, je reçois un chèque de 750$ plus TPS TVQ. Et à Groupe Sutton Laurentide ou Groupe Sutton Select, puis ça va à vous, moins les frais de transaction. Attention aux fraudes immobilières, comment les reconnaître, comment les éviter, les contre-lettres, des addendums non reliés. Quand on vous dit, là, tu vas écrire ça de même, tu vas faire des affaires, là je vous dis, appelez-moi. Appelez Lise, appelez-moi, appelez France, appelez Anne Léger, là, mais vérifiez, parce que je peux vous dire que la magouille, là, vous ne voulez pas en faire parce que tu as des bonnes chances de te faire ramasser et de perdre ton permis. Okay? C'est qu'on dit, ben regarde, on va faire la vente pour 250 000, mais dans le fond, le vrai prix de vente, c'est 220 000. Mais la banque, elle va recevoir la promesse d'achat à 250, puis elle va hypothéquer jusqu'à 230 000. Puis là, le vendeur va remettre 30 000 $ à l'acheteur après la transaction, parce que dans le fond, il paye rien que 220, mais on va avoir mis une hypothèque de 230 là-dessus. Fait que c'est comme ça que ça marche. Mais là, dans le fond, on va s'entendre avec un contre-lettre, un document à part, mais on ne le montrera pas au banquier, qui dit que dans le fond, le véritable prix de vente, c'est pas 250, c'est 220, et que le vendeur s'engage à remettre 30 000 $ à l'acheteur chez le notaire, mais personne n'est au courant de ça au niveau de la banque, là. Ça ne marche pas, ça. OK? Puis vous ne voulez pas être parti à ça. Les bienfaits de la préautorisation pour approbation, j'en ai parlé avec un rapport de crédit pour votre client. Pourquoi c'est important? Les bénéfices pour l'acheteur, les arguments. Révision des arguments utilisés afin de convaincre votre client acheteur de se faire préqualifier, préautoriser pour économiser du temps, afin d'éviter de sous-estimer, monsieur et madame les acheteurs, votre capacité d'acheter de votre acheteur, afin de mal cibler les besoins et la capacité de votre acheteur, afin de geler votre taux. Quand vous faites préautoriser ou préqualifier votre client avec rapport de crédit, son taux d'intérêt est gelé pendant 90 jours. Il n'est même pas obligé d'aller avec ce banquier-là, mais il est gelé, il est protégé. S'il y a un avion qui rentre dans le tour à New York, les taux passent à 22 %, bien lui, il est protégé pendant ce temps-là. Fait que c'est un bon service à y rendre. Pour donner encore plus de crédibilité à votre promesse d'achat, pour réduire les délais de la réalisation de la clause A4, pour ne pas rater la maison de vos rêves. Nécessité pour votre client emprunteur de produire rapidement les documents exigés. Pour le démarcheur, ben, j'en ai parlé. Distinction entre une lettre de préqualification sans rapport de crédit et une lettre de préautorisation, préapprobation avec rapport de crédit. Distinction entre une lettre de préqualification et de préautorisation et une lettre d'engagement final. La lettre de préautorisation, il n'y a pas d'adresse dessus, alors que la lettre d'engagement final, il y a une adresse dessus. Vous comprenez qu'une lettre de préautorisation, préqualification. Pardon? L'adresse de la propriété. Oui, il y a l'adresse de la propriété, effectivement. C'est ça. OK? Dans le cas de l'utilisation des services d'un démarcheur, surtout une explication de la marche à suivre, ainsi que l'absence de frais, complètement gratuit. Les démarcheurs hypothécaires avec qui on travaille sont payés en commission comme vous autres. Fait qu'eux autres, ils ont intérêt à faire passer la transaction. Dans le cas d'immeubles financiers qui ne sont pas raccordés aux services municipaux, le prêteur va toujours imposer à l'acheteur l'obligation d'obtenir et de remettre au prêteur concerné les résultats positifs d'un test d'eau, ainsi que la lettre de conformité pour le système d'épuration des eaux usées. La vérification préalable par l'agent inscripteur, le cas exigeant du montant de la pénalité. Ça, c'est important aussi. Là, hein? Quand vous inscrivez une maison, allez chercher le montant de la pénalité, ça peut faire la différence entre le fait que ma promesse, il me reste d'argent de ma commission, il ne m'en reste pas. Si on est bien, bien serré, je peux vous dire qu'il y a des pénalités pas mal salées de ce temps-là. OK? Et c'est des montants de pénalité importants qui font mal. Financement pour l'achat d'un chalet 3 saisons. Ou encore, gardez en mémoire que vous devez parler, c'est pas aussi facile que ça de financer ça. Le régime d'accès à la propriété, ça existe, ça. C'est important de le comprendre. Et vous pouvez acheter avec aucune mise de fonds à ce moment-là, financement à 100%. Quelques différences entre le démarcheur hypothécaire Sutton et le commis qui travaille en succursale. Le démarcheur est dédié à Sutton et est payé à commission à 100%, puis il est disponible 24/24, 7 sur 7. Le rôle de l'évaluation, afin de confirmer la valeur du bien immobilier offert en garantie,
dans le cas d'un prêt assuré, dans le cas d'un prêt conventionnel. Quand vous êtes en situation de prêt assuré, puis c'est la SCHL ou Genworth qui assure votre prêt, dans bien des cas, il n'y aura même pas d'évaluation qui vont se faire. Ils ont tout un système qui s'appelle Emily à SCHL qui est automatique. Puis dans bien des cas, si ça passe le test, pèse sur le bouton, bang, ça passe. Ils ont balisé ça d'une certaine façon à ce niveau-là. Et très souvent pour le client, acheteur-emprunteur, très souvent, le meilleur produit pour le client acheteur-emprunteur n'est pas nécessairement celui qui offre le plus beau taux hypothécaire. C'est incroyable, hein? Les clients magasinent des taux hypothécaires. Comment est-ce que tu m'offres quel taux? Ils ne regardent rien d'autre que ça. Puis finalement, tu as des comptes, tu as des clauses, des ci, des ça, puis c'est compliqué. T'sais. L'idéal, c'est que tu te gardes, même si tu veux continuer avec la Banque nationale, il n'y a pas de problème, parle à cette personne-là, elle va t'aider à négocier des meilleures conditions pour toi. Vous savez, un des fléaux, c'est que, je pense que les dernières études qui ont été faites, 60% des clients qui ont une hypothèque, quand il vient le temps de renouveler, ils ne magasinent pas. Ils magasinent au début serré, puis c'est quand ils viennent de renouvellement, après 3 ans ou 5 ans, là, ils se font renouveler un taux que tu peux facilement, là, en prenant le téléphone, en faisant le tour, aller chez 1% de moins. Mais ils ne négocient pas, puis ils pensent qu'ils ont une très bonne relation avec l'institution financière, puis qu'ils payent le meilleur taux qu'il n'y a pas. Au renouvellement, c'est comme négocier au renouvellement tout le temps, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Voilà. Travailleur autonome, mon Dieu, il y en a bien long de ça. On va arrêter tout de suite. Je ne veux pas l'escamoter parce que c'est des sujets importants, puis dans ce sens-là, je ne veux pas parce qu'on manque de temps. Faites-en pas pour l'avoir fait, là, on va se retrouver. OK? Est-ce que ça va? Vous trouvez ça intéressant? Oui. Bon, good. On se revoit à 1h30.